Ave citoyens. Salut everybody tout le monde, ça y est, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Je pense que c'est plus ou moins la base de commencer à parler de l'Empire byzantin par sa capitale. Et pourtant, c'est très loin d'être simple, car parler de Constantinople, c'est chercher à comprendre la naissance de l'Empire byzantin. Et comme dirait Alain Dusselier, on connaît la date de disparition de l'Empire, mais sa date de naissance, elle est beaucoup plus dure à contextualiser. Voilà, là j'ai fait une paraphrase. En commentaire de texte à la fac, je me serais fait démonter. Et vous savez quoi? On n'est pas à la fac, alors on va quand même essayer. Cherchons les origines de l'Empire byzantin par Constantinople et en 4 questions. Débutons donc par la première question. C'est quoi Constantinople et où ça se trouve? Constantinople, c'était la capitale de l'Empire byzantin. Elle se situe aujourd'hui en Turquie et sépare l'Orient et l'Occident par le Bosphore, un des 3 qui relie la mer Noire et la mer Marmara. Oui, ce bout de flotte, c'est une mer. Moi aussi, je pensais que c'était la mer Égée. Historiquement, elle fut fondée par l'empereur Constantin, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. En plus de jouir d'une position très stratégique lui attisant les convoitises, ça on y reviendra, la ville possède un édifice du nom de Milion, qui servait de départ à toutes les routes de l'Empire, et bien évidemment la basilique Sainte-Sophie, construite au VIe siècle, et étant l'une des plus grandes églises du monde à son époque. N'oublions pas aussi les 7 collines, comme sa sœur aînée Rome, c'est pour ça qu'on l'a baptisée Nova Roma. En parlant de Rome, je vais aborder le cas des Gitans. Non, je rigole, on va parler de Constantin. Qui était donc ce bon vieux Constantin? Constantin, ce fut un empereur romain du IVe siècle après Jean-Claude. Anecdote sympathique, il vient de Serbie, donc il peut officiellement dire D'origine serbe, j'ai été élevé avec les films de Stallone. si on le connaît, c'est principalement pour 2 choses. Avoir instauré l'édit de Milan en 313, qui garantit la liberté de culte pour toutes les religions dans l'Empire romain. Bon, si tu chipotes, tu découvres que c'est pas lui qui a promulgué le texte en question. Ça, c'était plutôt Sardique en 311. C'est un peu la même histoire qu'avec l'édit de Nantes, si ça vous intéresse. Et aussi pour avoir fondé une ville qui était légale de Rome et qui portera son nom, Constantinople, sur les ruines de Byzance. Ce qui nous amène à une toute autre question tout aussi pertinente. On va devoir s'attarder dessus. Je suis désolé d'avance. C'est quoi Byzance et que trouvait-on avant les Romains sur ce territoire? Bien, nous voici donc aux origines de la cité. Alors déjà, il est très important de noter ce que je vais vous dire avant de commencer à parler de l'histoire de Byzance. Byzance était donc une cité grecque. Et une cité grecque comporte 2 origines. Une, on va dire, historique et archéologique, et l'autre mythologique. Par exemple, prenons le cas d'Athènes. Athènes fut fondée, selon la mythologie grecque, par Thésée, fils d'Égée, que vous connaissez peut-être pour avoir tué le Minotaure. Eh bien, ce BG a fondé la ville d'Athènes et ses institutions. Voici par exemple le récit de la fondation d'Athènes par Thésée selon Plutarque. Une grande et admirable réforme vint à l'esprit de Thésée. Il réunit les habitants de l'Attique en une seule ville. Il n'y eut plus qu'une cité, avec un seul peuple. Pour ces hommes jusque-là dispersés qu'il était difficile de gagner à l'idée de l'intérêt général, et qui parfois même s'opposaient les uns aux autres jusqu'à la guerre. L'avantage avec mes études, c'est que je peux sortir un texte que j'ai étudié en début d'année. Bon, j'ai eu 10 avec des potes sur cet exposé. Les Prytanées, je connais pas. Ce que je viens de vous lire, ça s'appelle un récit de fondation. Il a pour objectif de raconter l'origine de la ville, mais surtout de trouver une raison logique à son emplacement, à ses institutions, et à la légitimité pour se vanter auprès des autres cités qu'elles sont les plus fortes. Chez les Athéniens, par exemple, ils se considéraient comme les successeurs de Thésée, justifiant leur contrôle de la mer Égée. Et à Rome, qui n'est pas grec, mais on t'a compris, ils se considéraient comme les descendants de Mars, justifiant leur soif de conquête, et leur volonté de s'entre-déchirer en famille et se massacrer. Voilà. Alors je précise que c'est pas une surinterprétation de ma part. L'affrontement entre Romulus et Rémus, ça représente la guerre civile, selon le mythe de Tite-Live. Ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire ces livres. Très intéressant. Et donc, pour en revenir à Athènes, si on oublie la mythologie, la ville s'est créée par la réunion de plusieurs bourgades pour ne former qu'une cité, et ce processus s'appelle le synocisme. Voilà. Bon, ça c'était le premier moyen pour devenir une cité. Le deuxième moyen, promis ce sera pas aussi long, c'était d'être une colonie. Alors, je vous vois venir, ça n'a rien à voir avec les colonies européennes que l'on connaît. Non, je parle plutôt de ce que les historiens appellent la diaspora, ou encore l'essaimage. La colonie chez les Grecs, c'est tout simplement une partie de la ville qui va fonder une nouvelle ville, totalement indépendante de la cité originelle. Elle a aucun compte à lui rendre, et elle fait tout ce qu'elle veut. En vrai, le seul point commun avec les colonies que l'on connaît, c'est l'esclavage. Je suis même sûr que tu connais une colonie qui fut une cité grecque et qui existe encore aujourd'hui. Petit indice, c'est la 2e ville de France. Et oui, c'est Marseille. Et c'est pour ça qu'on appelle la ville la Phocéenne. Enfin bon, et du coup pour Byzance, c'était quoi? C'était une colonie ou un synocisme? Eh bien, roulement de tambour... C'était une colonie, bravo!
Fondée par la cité de Mégare, dont on ne sait pas grand-chose, Byzance tire son nom de Bysas, fils de Poséidon. Et elle mérite clairement son nom, car elle contrôlait une partie du commerce des esclaves et possédait une place stratégique en Grèce antique. Elle avait accès à la mer Noire si vous voulez vraiment tout savoir. Mais à part ça, on sait pas grand-chose de la ville, avant 431, donc la guerre du Péloponnèse. On sait qu'elle s'est fait défoncer par les Perses, est tombée sous le joug d'Athènes, s'en est échappée, puis est revenue. À l'arrivée du père d'Alexandre le Grand, vers 340, la ville s'est défendue, mais est tombée sous le joug macédonien, et malgré un dernier soubresaut à la mort d'Alexandre le Grand, la ville va entrer dans un lent déclin à partir de l'époque romaine, et sera détruite durant la guerre civile romaine pour avoir soutenu un usurpateur au trône de l'Empire de 192 à 195. La ville sera assiégée et complètement ravagée, malgré la résistance héroïque des Byzantins. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Voici donc la petite histoire de Byzance. Malheureusement, on manque énormément de sources pour parler de la ville et de son mode de vie. Ce qui nous amène donc à la toute dernière question de la vidéo. C'est quoi la suite et qu'est devenu Constantinople? Alors, petit rappel, le 29 mai 1453, le sultan Mehmed II parvient, après un long siège, à enfin prendre la ville de Constantinople. Ainsi, les Turcs s'emparent de l'Empire byzantin et de ses richesses, et fondent l'Empire ottoman. Bon, je ne vais pas faire un historique complet de l'Empire ottoman dans cette vidéo, ce n'est pas le sujet, mais sachez que la ville sera conservée comme capitale. La chute de Constantinople provoque de profonds changements géopolitiques au XVe siècle, entraînant la naissance d'un courant de pensée nostalgique de l'Antiquité, la Renaissance. Je vulgarise, bien sûr. Les Ottomans seront une véritable menace pour l'Europe de l'Est, que ce soit l'Autriche-Hongrie ou le Saint-Empire romain, et la Russie, qui perdure l'héritage orthodoxe. Leur armée étant redoutable et particulièrement crainte. Je suppose que tu as peut-être déjà lu Tintin, et vous devez connaître l'insulte célèbre du capitaine Haddock, Bachibouzouk. Et ben c'était une unité faite pour semer la terreur chez l'adversaire par les Ottomans. Voilà. Ils tenteront à 2 reprises de s'emparer de Vienne, en 1529 et en 1683, se soldant par des échecs cuisants dans les 2 cas. Et si tu connais Sabaton, bon déjà tu as de très bon goût, sache-le, mais tu dois savoir que le second siège de Vienne et sa bataille sont narrés dans l'excellente chanson Winged Hussard. Je sais pas prononcer en anglais, désolé. Enfin bon, à partir du XVIIIe siècle, l'Empire va entamer une longue période de déclin. Il sera sauvé de justesse par la France de Napoléon III et l'Angleterre durant la guerre de Crimée contre la Russie, qui voulait occuper Constantinople d'ailleurs, mais ne survivra pas à la Première Guerre mondiale. En 1912, l'Empire perd la première guerre balkanique, les obligeant à s'éloigner des Balkans, mais ne rend pas Constantinople aux Grecs, faut pas déconner. En 1918, l'Empire, malgré sa résistance acharnée, s'effondre et signe l'armistice avec l'Entente. La même année, les Alliés pénètrent dans Constantinople et l'administrent. Mais suite à la victoire d'un certain Mustafa Kemal Atatürk dans la guerre d'indépendance turque, les Alliés reconnaissent la Turquie comme une nouvelle république et en 1923, ils abandonnent Constantinople aux nouveaux Turcs. À ne pas confondre avec les jeunes Turcs, ça n'a rien à voir. Atatürk veut faire table rase du passé, alors il change la capitale de la Turquie et la déplace à Ankara et renomme Constantinople en Istanbul. Eh bien, mon général, j'ai eu le grand plaisir de rencontrer Halide Edip et elle m'a fait comprendre la nécessité pour les Turcs de garder leur identité et de pouvoir parler leur propre langue, de rester attachés à leurs traditions. J'aimerais savoir si vous êtes d'accord. D'accord. C'est là justement ce que je souhaite accomplir. Quelles peuvent être, d'après vous, mes visées, mes objectifs? Eh bien, par exemple, que la France accepte de vous rendre le territoire syrien après la guerre. Et aussi que soient replacées sous tutelle turque toutes les provinces de l'Empire ottoman. Cela ne m'intéresse pas de préserver l'Empire ottoman. Ce qui m'intéresse, c'est de maintenir l'intégrité de nos frontières et de construire l'avenir de cette nation. Je pense que je pourrais arrêter la vidéo ici, mais il faut que je vous parle d'un truc très récent concernant la ville. Je vous parlais de la basilique Sainte-Sophie en début de vidéo. Eh bien, elle fut transformée en mosquée durant l'ère ottomane. Puis, une fois Atatürk arrivé au pouvoir, la basilique deviendra un musée, histoire de rentrer dans sa politique d'apaisement et de la laïcité. Mais en 2020, le président Recep Erdogan l'a refaite en mosquée, sans se soucier de qui que ce soit. Alors, j'éviterai de faire de la politique sur cette chaîne, mais cette nouvelle a choqué le monde entier et indigné une bonne partie des orthodoxes. Et honnêtement, à part foutre la merde et passer pour un gros con, je vois pas trop l'intention d'Erdogan derrière.
Enfin bon, nous voici à la fin de cette vidéo dédiée à l'origine de Constantinople, ou bien Byzance, ou bien Istanbul. Putain, on s'y perd. Je vous recommande bien évidemment de vous abonner à ma chaîne, ou mes chaînes, si ça vous intéresse, pour suivre la suite de mes aventures. En attendant, je vous laisse sur ces magnifiques sources que j'ai mis en vidéo pour en apprendre plus, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. C'était Geekisto. C'est quoi ça? Oh, Volvic! Ça m'avait manqué. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao!